Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau manuel du général. Nous allons découvrir ça ensemble pour la saison 2025-2026. Nous l'avons beaucoup attendu. Après un an de Warhammer Age of Sigmar 4.1, on va enfin passer en 4.2. Donc, cette vidéo va être assez complexe dans le sens où on va regarder toutes les nouveautés. Il n'y a pas une nouveauté structurante comme pouvait être la garde d'honneur ou ces choses-là. Vous allez voir, le jeu en 4.2 va surtout se porter sur les scénarios et les tactiques de bataille. Et nous avons des modifications périphériques qui vont venir pigmenter le jeu, entre guillemets, dans un sens. Voilà, donc principalement c'est ça. Je ferai pour les nouveaux joueurs des vidéos expliquant le jeu complètement. Qu'est-ce que c'est que Warhammer Age of Sigmar en 4.2? Aujourd'hui, cette vidéo est plutôt dédiée aux joueurs qui ont déjà un peu d'expérience sur la 4.1. Donc, comme vous comprenez mon intention, on va commencer par les nouveautés. Donc, les nouveautés, vous le voyez, c'est le Setup the Battlefield, c'est le nouveau système de scénario. Donc, les scénarios, vous en avez 12, nous les regarderons après. Ces scénarios vont s'organiser autour de 6 objectifs. Ces objectifs, vous voyez, ils portent des noms, c'est-à-dire Oakenwood, Gnarwood, Winterfield et Earthwood. Principalement, ils vont avoir des formes et des couleurs et vous verrez que vous allez scorer des tactiques scorer des objectifs au travers de ces derniers. Ils sont vraiment déconnectés des tactiques de bataille, ce qui est assez intéressant à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier truc à prendre en compte. On va changer la manière dont on joue. On joue toujours sur 5 battle rounds. Donc ça n'a pas changé à ce niveau-là. Et on va scorer des tactiques de bataille comme on le faisait avant. Cependant, anciennement, on annonçait à notre adversaire la tactique de bataille qu'on allait faire. Aujourd'hui, c'est complètement différent et on va voir ça juste après. Alors, ici, nous avons un petit rappel des habilités de phase. Donc là, aujourd'hui, vous n'avez pas de modification sur ce que c'est qu'un normal move, un shoot, un run, une retreat, une course, un redéploiement, une counter charge. Toutes ces choses-là n'ont pas changé, d'accord? Donc là, pas de stress à ce niveau-là. Si vous avez l'habitude de jouer avec vos points de commandement pour faire vos capacités, il n'y a pas de modification dessus. Maintenant, nous allons regarder une modification, c'est-à-dire sur les terrains. Donc la manière dont nous allons jouer, vous allez voir, ça va s'argumenter autour de 3 terrains. On vous annonce que c'est qu'un terrain medium et un terrain small, d'accord? Et les terrains sont en 3 catégories: place of power, obscuring terrain et obstacle, d'accord? Et on va aller regarder ensuite les mots-clés liés à cela pour comprendre un peu ce qui va se passer. Vous allez voir, on va faire beaucoup d'allers-retours, c'est normal, il y a de la complexité dans l'usage du jeu et c'est ce qui va le rendre intéressant. Hop. Donc, comme je vous disais, vous avez ici les éléments de terrain, les terrains types, obstacles, obscuring, area terrain, place of power, faction terrain. Donc les faction terrain ne changent pas, les place of power sont complètement modifiés, les area terrain ne changent pas, obstacle et obscuring ne changent pas. Presque. Donc on vous dit, vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'un obstacle? C'est donc des ruines, des débris, des statues, des barricades. Vous avez la règle cover instable. On ira regarder ça juste après. Les obscuring terrains, donc c'est des forêts ou des forteresses en ruine. Ça vous donne cover, obscuring, instable. Les terrains, donc les plaines, les éléments de décor qui sont structurés, pas des ruines, ça vous donne cover et obscuring. Et les places de pouvoir, c'est des places de pouvoir, ça vous donne cover, place of power, instable et obscuring. Vous voyez que le mot-clé obscuring revient beaucoup. On va aller regarder ensemble ce que c'est que ce mot-clé obscuring parce qu'il change par rapport au 4.1. Ne regardez pas Active Place of Power, on regardera ça après. Donc là, nous avons les modifications des éléments de terrain. Donc cover, vous avez toujours moins un touche pour les attaques qui ciblent une unité qui est derrière un décor qui a la règle cover ou entièrement dans ce dernier. Donc si jamais vous tirez une ligne droite entre votre unité et l'unité qui reçoit, si ça passe par cet élément, vous êtes à couvert, moins un touche. Attention, le couvert s'applique aussi au corps à corps. Donc c'est très facile quand vous êtes dans une forêt, on vous charge, vous avez le cover. Par contre, si jamais vos attaques passent au travers d'un élément de décor qui est cover, donc le vecteur d'attaque passe au travers et vous n'avez aucun moyen de passer outre cet élément, vous aurez aussi le cover au corps à corps. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus subtil. Mais je reviendrai dans des vidéos dédiées à ces choses-là. Impassable, c'est toujours pareil, vous ne pouvez pas traverser un élément ou setup, vous téléportez, arriver dessus. Obscuring, donc ça c'est la nouveauté qui va modifier drastiquement la version 4.2 du jeu.
On vous dit que tous les modèles, à part les non-monstres, tous les modèles non-monstres, donc à part les monstres, d'accord? Donc les monstres, que ça soit monstre générique ou héros, euh, et qui n'ont pas le mot-clé vol, attention, donc Nightone, ça ne fonctionnera pas. Euh, Quand vous êtes à 1 pouce d'un élément de terrain, vous allez appliquer les 2 règles suivantes. Donc vous comprenez bien qu'il n'y a pas de entièrement A, c'est à 1 pouce. Donc quand votre unité qui n'est pas monstre et qui n'a pas le mot-clé vol est à 1 pouce d'un élément obscuring, vous n'êtes pas visible de votre ennemi, à moins d'être en combat de range. Donc toutes les capacités qui vous demandent de cibler une unité visible, les sorts, les prières, vous n'êtes pas visible. Euh, Toutes ces choses-là, vous êtes vraiment, on va se répéter, mais invisible, entre guillemets. Par contre, vous êtes visible de vos alliés, hein, vous voyez, c'est visible ennemi. Et en plus de ça, vous avez votre range caractéristique qui est divisé par 2. On vous dit que la unit range weapon, donc la portée des armes range, donc de tir, est divisée par 2. Donc très intéressant pour pouvoir vous cacher du tir. Vous allez voir qu'il y a énormément de règles obscuring et je pense que l'éditeur ne souhaite pas que le tir soit très présent. Peut-être que nous allons trouver une situation pour jouer avec et utiliser le tir de manière efficace, mais en tout cas, à la lecture du GHB, vous allez voir que ça risque d'être compliqué. Donc on reprend. Vous n'avez pas le mot-clé monstre, vous n'avez pas le mot-clé vol, vous êtes à 1 pouce, donc il faut que tous vos modèles de votre unité soient 1 pouce, c'est assez large. Vous devenez du coup, vous gagnez le obscurant et donc vous êtes invisible, on ne peut pas vous cibler ni au tir ni à la magie. Par contre, si vous avez des arcs, des capacités de tir, vous divisez par 2 votre capacité de tir. Donc les 18 pouces, ça vient 9, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc une très bonne règle pour pouvoir vous protéger du tir. Cependant, faites attention, si vous aviez la volonté de tirer, ça ne sera pas possible. Donc dans l'idée, c'est pour éviter de vous retrouver avec des unités de tir qui soient dans les obscurants, dans ces choses-là. Donc vous ne pourrez plus mettre un canon, une catapulte dans une forêt et tirer sur vos adversaires parce que vous serez en portée réduite, à moins que la portée soit efficace à ce niveau-là. Ensuite, nous avons le mot-clé Place of Power. Donc on vous dit que quand vous êtes à 3 pouces d'une Place of Power, vous pouvez utiliser l'aptitude activer la Place of Power. On va aller voir ça juste après. Et instable, donc les modèles peuvent traverser un élément de décor instable, mais vous ne pouvez pas finir votre mouvement dessus, à moins que le décor fasse moins d'1 pouce. Donc ça n'a pas changé. Si votre décor fait 2 pouces de haut, bah vous prenez 2 pouces pour monter, vous sautez, ça c'est gratuit, mais vous pouvez passer au travers, mais vous ne pouvez pas vous arrêter dessus. Donc revenons maintenant à qu'est-ce que c'est qu'une place de pouvoir. Donc la place de pouvoir, quand vous êtes à 3 pouces, vous pouvez utiliser la capacité activer la place de pouvoir, qui est une nouvelle capacité corps, qui vous dit que one Spartan Army start of any turn. Donc vous et votre adversaire allez pouvoir le faire en alternance, bien sûr, si vous êtes le joueur actif ou non. Vous allez pouvoir choisir un héros qui est à 3 pouces de cette place de pouvoir et utiliser l'un des 3 effets suivants. Donc c'est fini les places de pouvoir qui vous donnent des bonus de lancement. Vous allez voir que les effets sont vraiment très très différents. La première, Clustering Pollen. Donc, dans l'idée, vous allez vite comprendre, on est dans le monde de la vie, donc il y a des plantes de partout, c'est la jungle. Voilà. Donc, vous dit, vous allez rouler un dé. Si vous faites un 1, vous subissez une blessure mortelle pour toutes les unités qui sont à 6 pouces de cette place of power. Donc, on va dire que c'est une sorte de grosse plante. Vous prenez du pollen, toutes les unités, une BM. Donc, il va falloir que vous soyez vigilant sur l'usage de vos places de pouvoir parce que vous allez potentiellement, si vous utilisez ce pollen-là, pouvoir vous blesser. Cependant, si vous faites un 3+, vous allez soigner de 2 toutes les unités alliées et ennemies qui sont à 6 pouces. Donc très intéressant pour pouvoir soigner éventuellement un ou deux héros qui sont blessés ou des unités à multi-PV sur un 3+, entièrement assise de la place de pouvoir. Vous pouvez vous setup, ça peut se faire. C'est pas le meilleur des effets, mais c'est intéressant. Le deuxième, Rapid Sting, qui va être sûrement l'effet le plus utilisé dans le jeu, vous dites que vous allez pouvoir choisir un Granite Objectif. Donc Granite Objectif, ce sont les objectifs de la saison, on va faire simple, ou un terrain visible à 12 pouces. Donc là, ce n'est pas entièrement à 12, c'est 12 pouces, sachant que c'est à 12 pouces de ce héros et pas de la place de pouvoir. Donc selon la manière dont vous posez votre socle, vous allez pouvoir gagner de la portée ou pas. Roulez un dé et sur 3+, toujours, cet objectif ou ce terrain gagne la règle obscurant jusqu'à la fin de la partie. Donc, vous allez pouvoir rendre obscurant des objectifs, rendre obscurant des éléments de décor, rendre obscurant toute la carte. De toute façon, vous allez voir, les terrains sont beaucoup obscurants et donc vous allez comme ça vous protéger du tir avec grande facilité parce que tout va être dans cette catégorie-là. Point positif pour pouvoir vous protéger du tir, point négatif pour les archers,
potentiellement, si une unité est proche, lui empêcher de pouvoir tirer, parce qu'il peut avoir son tir divisé par deux. Et la dernière règle, c'est Tap in the Ley Line, qui vous dit que pour le reste du tour, si le héros n'est pas un sorcier ou un prêtre, il va pouvoir utiliser la Unbind or Banishment Manifestation comme si c'était un sorcier niveau 1. Donc vous allez pouvoir conjurer ou dissiper une manifestation. Attention, vous ne pouvez pas bannir une manifestation qui a été invoquée au tour même. Donc votre adversaire tente d'invoquer sa manifestation, vous faites votre dissipation, vous la ratez, vous ne pourrez pas utiliser une place de pouvoir pour la bannir au tour où vous l'avez invoquée. Mais dans l'idée, ça vous donne à votre tour adverse quelque chose que nous n'avions pas, la possibilité de banish des manifestations, ce qui est quand même très très cool. Alors maintenant, nous allons faire un point sur les objectifs, parce que je vous ai dit, vous pouvez rendre obscurant un élément de décor. Maintenant, comment on rend obscurant un objectif? Donc les objectifs, vous les voyez, ils sont tous les quatre là. Vous avez un rouge, un vert, un marron, un bleu. Ils portent des noms. On s'en fout un peu des noms, c'est des symboles. Si jamais vous n'avez pas d'objectifs, causez des objectifs classiques, n'hésitez pas à juste écrire Oakenbrod Gnarul sur un papier, vous le mettez sur les objectifs, ou juste la couleur, un rouge, vert, bleu. On ne pourra pas se tromper à ce niveau-là. Donc un objectif, c'est quoi? C'est cette galette qui fait 40 mm, et du coup, vous contestez un objectif quand vous êtes dans les 3 pouces. Il est bien noté qu'un un objectif devient obscurant quand vous êtes entièrement sur l'objectif. Donc si vous téléportez sur un objectif que vous avez sélectionné, ce dernier devient obscurant, si il a été obscurant, et du coup toutes les unités dessus sont passibles à la magie ou au tir. Ce qui est assez quand même important à comprendre, c'est que on va vous forcer avec ça à devoir vous battre au corps à corps, parce que tout le monde va potentiellement transformer la carte. En 2 tours peut être complètement obscurant quasiment. C'est la jungle, vous ne voyez pas au travers, et donc les petits tirs, les choses comme ça va commencer à être compliqué à entre guillemets vouloir optimiser au tir. J'en profite tant qu'on est sur la règle du tir et des obscurants, ces choses-là, pour vous rappeler la règle Guardian Hero, qui n'est pas maîtrisée par tout le monde. Si tous les héros du jeu ont ce passif, Guardian Hero, à moins que vous êtes un monstre ou une War Machine. Et on vous dit qu'un héros, si un héros, donc un Guardian Hero, qui est un combat dredge d'une unité qui n'est pas héros, donc ça peut être 1, 2, 3, 10 modèles, on s'en fout, tant que vous êtes à 3 pouces d'une unité qui n'est pas héros, vous avez -1 pour être touché au tir, et si vous êtes un héros infanterie, on ne peut pas vous tirer dessus. Donc c'est à prendre en compte, parce que tous les héros cavalerie bénéficient du Guardian Hero. Des héros infanterie qui ont le mot-clé vol ne sont pas tirables au, corps à corps, au tir, on ne peut pas les tirer dessus, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc n'oubliez pas cette règle, qui est quand même très importante, du -1 touche sur les héros qui sont Guardian Hero. Et si vous êtes infanterie, il faut être à plus de 12, à plus de 12, vous ne pouvez pas tirer dessus, quoi. Alors maintenant, nous allons regarder un peu les nouvelles habilités qui sont apparues. Donc vous avez vu, il y a le Start of the Turn, Active the Place of Power. Vous allez voir des Place of Power, il y en a de partout. Le rallye ne change pas, le musicien ne change pas, la manifestation ne change pas, le unbind ne change pas, la magical intervention ne change pas. Par contre, vous gagnez une nouvelle capacité qui est le Sacred Rite, qui vous dit que quand vous êtes un prêtre, vous pouvez utiliser cette prière unlimited. Vous allez pouvoir tout simplement stocker un des 6 de prière. Et si vous faites un 1, vous ne perdez pas 3 points sur votre rituel, mais 1. C'est un très très bon ajout. Pourquoi? Parce que certaines armées avaient des prières qui demandaient une interaction avec votre adversaire, par exemple à 12 ou à 18, ce qui fait que dans les premiers tours, vu que vous n'étiez pas éligible à faire cette prière, vous n'étiez pas éligible à stocker. Vous ne pouvez pas dire je stocke, je lance une prière au hasard, parce qu'en fait, si vous ne répondiez pas à la condition, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, tout le monde va pouvoir stocker, et en plus de ça, si vous faites ça, vous avez moins de risque de perdre des 3, vous perdrez que 1 point, donc c'est intéressant, et c'est une prière en illimité, donc ça marche très très bien. Alors, du coup, on va faire un petit tour sur le rule référence. Donc ça, il n'y a rien de fantastique dessus. C'est juste pour vous rappeler que vous faites votre jet de détermination. Donc, vous roulez un dé. Celui qui gagne choisit qui pose en premier. Quand vous avez fini de poser en premier, vous allez pouvoir choisir qui commence la partie. Vous devenez du coup le active player. Le système d'underdog est toujours pareil. C'est le joueur qui a moins de points de victoire qui devient un underdog, à moins que le scénario en décide autrement. Vous gagnez toujours au début de votre tour 4 points de commandement, 1 point de commandement supplémentaire si vous êtes underdog. Et à la fin du tour, vous perdez vos points. Les capacités Start of the Battle Round s'appliquent au début du Battle Round avant de faire la phase de héros. Là, vous avez du coup toutes les règles, compagnons, tout ça, rien n'a changé.
Les règles cover impassables, screen, on les a déjà vues ensemble. Donc à ce niveau-là, pas de modification importante. Alors maintenant, nous allons voir une modification très intéressante sur les règles avancées, à savoir les attaques en règle, défense en règle. Donc le power through ne change pas. Le covering fire, attention, il y a une faute d'orthographe là-haut, c'est écrit your shooting phase et enemy shooting phase. C'est une coquille, il y en a plein le livre. C'est honteux vraiment qu'il y ait autant de coquilles dans le livre. On va pas toutes les passer, mais il y en a plein. La counter charge ne change pas, la relance de charge ne change pas. Par contre, c'est l'attaque en règle et le défense en règle qui est très intéressant. Donc le défense en règle en V4.2 s'applique de la même manière. C'est une réaction à une attack ability. Donc une attack ability, ça peut être au tir, au corps à corps, n'importe. On s'en fout. Vous dépensez un point de commandement et vous ajoutez un à votre jet de sauvegarde. Cependant, la durée est modifiée. Avant, c'était sur toute la phase. Maintenant, ce n'est que sur la séquence d'attaque. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous protéger d'une grosse phase d'attaque sur toute une phase. Si par exemple vous êtes face à 3 archers, bah, les 3 unités vont vous tirer dessus les unes après les autres et vous n'aurez qu'une séquence de défense en règle. Donc très compliqué de se défendre du tir. J'imagine c'est pour ça que là, il y a autant d'obscurance sur le terrain. Et au corps à corps, c'est pareil. Vous pourrez vous défendre que d'une seule unité. Si jamais vous avez un héros qui tape, et ensuite l'unité d'après et une autre unité, voilà, ça risque d'être compliqué. Il va falloir choisir son bon moment pour se protéger. Et la grosse modification, c'est l'attaque en règle qui, elle, vous donne un +1 touche et qui affecte les armes compagnons. Cependant, vous allez perdre un de sauvegarde pour le reste du tour. Donc, bah, ça change radicalement vos stats. Moi, j'ai fait 2-3 parties en utilisant cette règle-là. Quand vous avez une sauvegarde à 3 et vous passez en sauvegarde à 4, et qu'en plus votre adversaire a une reine -1, vous passez tout de suite en sauvegarde à 5, c'est très très désagréable. Vraiment, ça va changer, je pense, énormément les phases de combat. Pareil, si vous êtes une unité qui tire correctement et qui combat correctement, si vous utilisez votre attaque en règle au tir, vous allez tout de suite vous retrouver dégradé à votre sauvegarde. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant sur la manière dont vous allez utiliser le PC. Toutes les unités qui ont des saves à 5, à 6, 4, 5, 6, honnêtement, ça s'utilise, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez des grosses saves, c'est très compliqué. Donc, finalement, c'est un up pour toutes les unités qui ont une sauvegarde pourrie et un nerf pour toutes les unités qui ont une grosse sauvegarde. Pourquoi est-ce que vous allez vouloir préserver votre grosse sauvegarde? Surtout à la lecture des tactiques de bataille, vous verrez, c'est très intéressant. Alors, les tactiques de bataille, justement, c'est la grosse nouveauté de la saison. Aujourd'hui, vous allez perdre complètement votre fonctionnement des tactiques de bataille. Sortez-vous de ça de la tête. Vous allez avoir le droit à 6 feuillets. Ces feuillets comportent chacun 3 tactiques de bataille. Les tactiques de bataille ont un ordonnancement dans lequel vous avez l'obligation de les faire. Ils appellent ça Afraid, Strike et Dominion. On va appeler ça souvent ASD. Donc, comme vous avez compris, vous êtes obligé de faire le A pour faire le S pour faire le D. Là, vous me dites, ouais, mais si je déclare ma tactique de bataille et que je la rate, comment je fais? Je ne peux plus en faire. Et bien en fait, non, le système change complètement. Vous allez devoir du coup choisir 2 feuillets sur les 6 feuillets existants. Ces 2 feuillets seront inscrits sur votre fiche d'armée. Donc votre adversaire les connaîtra à l'avance. Ces feuillets, on va les regarder ensemble. Ils ont des organisations basées sur votre construction de liste. Vous êtes dans l'obligation de réfléchir à cette dernière. Vous n'allez pas pouvoir les prendre aléatoirement parce qu'elles sont très très particulières. Nous n'avons jamais vu ça, ce qui va rendre le jeu intéressant, enfin du changement. Maintenant, vous me dites, ouais, mais il y a 6 tactiques de bataille, tu nous as dit qu'il n'y a que 5 tours. En effet, il n'y a que 5 tours, mais vous avez 6 tactiques de bataille. Pourquoi? Parce qu'en fait, en V4.2, vous ne déclarez plus vos tactiques de bataille. Vos tactiques de bataille, c'est une liste de courses. Quand vous arrivez à la faire à la fin de votre tour, vous pouvez, attention, je dis bien, vous pouvez la scorer. Ce qui fait que si vous m'avez suivi, vous allez pouvoir scorer 2 tactiques de bataille par tour. Et si vous êtes extrêmement efficace, vous allez pouvoir faire vos 6 tactiques en 3 tours. Cependant, vous allez voir que les scénarios donnent un bonus très très fort au underdog et donc potentiellement vous n'êtes pas obligé de valider une tactique de bataille que vous avez faite si vous souhaitez vous mettre en underdog pour gagner un bonus pendant un tour. Donc vous allez pouvoir gérer comme ça vos tactiques de manière claire, nette et précise. Ce qui fait que dans une idée,
Vous pouvez ne pas marquer de tactique tour 1, ne pas marquer de tactique tour 2 et la réaliser sur le tour 3, tour 4, tour 5. Donc là, tous les archétypes de joueurs vont se retrouver finalement dans ce système-là. Si vous préférez la poutre, vous allez pouvoir agresser de manière, on va dire, explosif, tour 1, tour 2, et faire vos tactiques tour 3, tour 4, tour 5. Si vous êtes plutôt dans les tactiques, les commencer tôt, et plutôt après jouer la cloque, voilà. En gros, ça vraiment propose des optimisations pour tous les gameplays, c'est assez intéressant. En plus de ça, le système de double tour n'a pas changé. C'est-à-dire que si jamais vous prenez un double tour, vous n'êtes pas éligible à faire une tactique de bataille le tour vous double tour. Cependant, vous avez compris que vu qu'on a 6 tactiques et qu'on peut les faire 2 par 2, vous pouvez très bien commencer, votre adversaire commence, vous jouez, vous faites votre tactique, ensuite vous double tour, vous ne marquerez pas de tactique, mais c'est pas grave parce que finalement vous pourrez les faire au tour 3, au tour 4, au tour 5 et ainsi de suite. Donc vous comprenez maintenant l'importance des tactiques de bataille. Donc les tactiques sont choisies sur votre liste d'armées, ne sont pas déclarées, et vous les scorez si vous le souhaitez quand vous l'avez réussi. Cependant, une fois qu'elle est scorée, vous pourrez passer à la seconde, mais vous ne pouvez pas faire les autres avant. Vous verrez, il y a une carte qui est basée sur la létalité, sur l'attrition pure et dure. Il va falloir être très vigilant sur cette dernière, parce que si jamais vous table rasez votre adversaire en une phase, vous ne pourrez plus faire de tactique. Aujourd'hui, les scénarios sont sur, euh, sur 10 points par tour. Je ne sais plus, on va regarder ça ensemble. Mais en tout cas, vous allez voir que les tactiques de bataille prennent une grande place, mais que les scénarios prennent aussi beaucoup de place. Donc, est-ce que vous allez marquer ces 5 points de tactique? Est-ce que vous allez marquer toutes vos tactiques? Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, il y a une certaine balance qui va se créer à ce niveau-là, ce qui est très très intéressant. Alors, du coup, les tactiques, nous allons regarder ça ensemble et après on regardera les scénarios. Et après les NSP. Donc, les tactiques, comme vous voyez, elles ont 3 formes. Earthraid, Strike et Domination, donc ASD. Et elles valent toutes 5 points. Il n'y a aucune tactique qui vaut plus de points que les autres. La première, donc la carte numéro 1, vous dit que, en tout cas, il n'y a pas de mots-clés à distribuer, d'accord? Donc vous marquez cette tactique de bataille si à la fin de votre tour, un héros a été détruit pendant ce tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une tactique qui est basée sur la létalité, l'attrition. Est-ce que vous allez pouvoir la scorer tour 1, tour 2, tour 3? Je ne sais pas. Si vous la scorez tour 4, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas faire la strike et une domination, que la strike potentiellement. Donc c'est à voir si vous préférez vous orienter sur ce genre de feuillet ou sur un autre. Donc la première est assez difficile à faire entre guillemets. Pourquoi? Pas parce que vous avez vu qu'au tir, ça commence à être compliqué, à la magie aussi, parce qu'il y a beaucoup d'obscurants. Et donc, il va falloir aller chercher au close ou avoir un gros ennemi que vous pouvez tuer de loin. On ne sait jamais. La deuxième, on vous demande à la fin de votre tour d'avoir plus d'ennemis dans la zone, plus de vos unités dans la zone neutrale qu'il y a d'unités ennemies. Donc pareil, dépendant des scénarios, vous allez voir qu'il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Dépendant aussi du nombre d'unités que vous avez, on va espérer que vous avez plus d'unités que votre adversaire pour la fiabiliser. Elle est faisable, mais elle peut être compliquée selon l'organisation de certains des territoires. Vous allez voir, ça peut être un peu compliqué. Et si jamais il n'y a pas de No Man's Land, il faut que vous n'ayez aucune unité ennemie dans votre territoire. Donc, pareil, je la trouve assez difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre adversaire, quand vous avez la carte 1 en main et qu'il a réussi à tuer un héros, il sait que vous allez, entre guillemets, il va essayer de vous mettre des unités pour vous faire chier et vous empêcher de faire cette tactique facilement. Donc, pareil, la deuxième est assez compliquée à faire, mais toujours très intéressante, je trouve. Et la dernière, domination, pareil, elle va dans le même sens d'être très agressif. On vous demande d'avoir 3 unités entièrement à 9 d'un angle du champ de bataille et une maximum chez vous, et qui n'ont pas été téléportées ce tour-ci. Donc dans l'idée, vous avez tué un héros, vous prenez le terrain, parce que vous avez plus d'unités que vos adversaires dans le No Man's Land ou chez vous, et en gros, vous allez encore plus loin pour scorer celle-ci. Donc c'est une tactique qui peut, si vous avez de la téléportation ou de la faible, de la repop, se mettre en place en positionnant des unités. Si vous arrivez à faire le strike, vous pourrez faire la domination au tour d'après. Mais en tout cas, c'est une tactique qui est assez difficile parce qu'il faut être entièrement à neuf d'un angle du champ de bataille. Ensuite, nous allons regarder la carte numéro 2. Donc la première est très simple, on vous demande à la fin du tour que vous contrôliez un objectif qui était contrôlé par votre adversaire. Donc là, en soi, vous allez voir, globalement, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est le but du jeu. Donc vous allez normalement réussir à la faire.
Donc la deuxième, on vous demande de compléter cette tactique de bataille à la fin de votre tour si vous contrôlez tous les objectifs qui sont entièrement dans le territoire ennemi. Donc celle-ci est quand même assez difficile à faire, on va dire, parce que ça vous demande d'avoir une grosse force d'agression pour rentrer dans le territoire ennemi et de récupérer tous ces objectifs. Peut-être une tactique qui va se réaliser au tour 3, tour 4 pour faire la domination au tour 5. En tout cas, elle a cette saveur de continuer l'agression chez votre adversaire. Et on vous dit si jamais il n'y a pas d'objectif entièrement dans le territoire ennemi, ce qui est le cas sur certains scénarios, vous devez reprendre tous les objectifs que votre adversaire contrôlait. Si votre adversaire ne contrôlait pas d'objectif, elle est automatique. Et la dernière, donc domination, vous réussissez cette tactique de bataille si vous contrôlez tous les objectifs du champ de bataille. Tactique qui peut être faisable une fois de plus, mais qui demande une certaine létalité pour kicker votre adversaire des objectifs, de tous les objectifs. Ou alors, si vous arrivez à swarm la table, là aussi, vous comprenez que ces 3 tactiques de bataille, à part la première qui est assez faisable, les autres demandent une certaine construction de liste pour pouvoir rendre efficace le choix de ces dernières. Alors, du coup, la page de tactique numéro 3, vous allez voir, est très spécifique. Donc, elle vous demande au début de la partie de donner 3 trésors à votre adversaire. Votre adversaire va donner ces trésors à des unités qu'il choisit et qui ne peuvent pas être des manifestations ou des éléments de décor. Et en gros, vous allez marquer vos tactiques, Afraid Strike et Domination, à chaque fois qu'une unité est détruite pendant cette partie. Donc votre adversaire va sûrement donner ses unités à des unités les plus résistantes, les plus tanky, les plus loin, pour vous éviter de les tuer facilement. Attention, si jamais vous choisissez de faire un double tour, votre adversaire va pouvoir retirer un des trésors du terrain. Donc ça vous fera une tactique de bataille de moins. Donc dans l'idée, elle peut être à double tranchante cette dernière, elle peut être porteuse ou négative selon la manière dont vous avez piloté votre partie. Sans compter que si jamais votre adversaire a moins de 3 unités sur le champ de bataille, vous gagnez automatiquement Afraid, puis Strike, puis Domination, parce qu'en fait, c'est comme si elles étaient déjà tuées. Donc ça va aussi peut-être forcer les adversaires qui n'ont aucune unité sur le champ de bataille à devoir forcer à mettre des unités dessus, sinon ça peut être pour vous des points de victoire facilement obtenus. Donc une tactique une carte que je trouve très intéressante sur le fait de vraiment avoir une construction de liste basée sur l'attrition. Alors la carte numéro 4. Pour faire le Afraid, on va vous demander de compléter cette active bataille à la fin de votre tour si vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire. C'est le but des scénarios, donc ça va être faisable, c'est facile. La deuxième est un petit peu plus difficile parce qu'elle est contradictoire avec la première. On vous demande de compléter cette tactique de bataille si à la fin de votre tour vous êtes underdog et qu'au moins une de vos unités sur le champ de bataille est une fight ability. Donc celle-ci va vous demander de vous setup, de vous mettre dans une condition à pouvoir être underdog. Donc peut-être commencer la partie si vous savez que vous êtes en one drop, prendre plus d'objectifs que votre adversaire, qui ne veut pas dire prendre tous les objectifs. Votre adversaire va en prendre plus que vous, c'est à vous de jouer. Vous êtes du coup underdog et vous avez juste à faire une fight ability. En tout cas, il y a tout un séquencement à mettre en place qui est très intéressant. Et la dernière, elle est encore plus difficile. On va vous demander qu'à la fin du tour, vous ayez une unité entièrement dans chaque quart de la table. En plus de ça, que vous contrôliez plus d'objectifs que votre adversaire et que les objectifs que vous contrôlez ne sont pas contestés par votre adversaire. Donc cette tactique va sûrement se faire au tour 4, au tour 5, parce qu'elle vous demande une domination complète de la table. Elle est assez dure à faire. La carte numéro 5, c'est la carte qui nous avait été montrée par Warhammer Community. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? On vous dit qu'au déploiement, toutes les unités qui ne sont pas des héros, infanterie et cavalerie gagnent le mot-clé scout. Et du coup, les unités scouts vont pouvoir réaliser les tactiques suivantes si elles ne sont pas engagées. Si jamais une unité est détruite et remplacée, elle conserve le mot-clé scout. Donc la première, on vous demande d'avoir 3 unités scouts ou plus qui sont entièrement à l'extérieur de votre territoire. Donc, vous allez voir, il y a des scénarios, ça va être facile, d'autres c'est plus compliqué. La FEP est autorisée, le mot-clé vol est autorisé, donc si vous avez construit votre liste pour, elle est facile. La deuxième devient tout de suite plus compliquée. On vous demande d'avoir 3 unités scouts qui contestent et ou des objectifs ou des features terrain en territoire ennemi. Within, pas entièrement, mais within territoire ennemi, donc dans le territoire. Donc déjà tout de suite plus compliqué parce qu'il va falloir que vos unités de scouts ne soient pas engagées, qu'elles contestent des éléments de terrain ou des objectifs que vous contrôlez, donc entre guillemets avoir cette force de scout, soit qui est protégé par d'autres unités, soit vous en avez tellement que votre adversaire ne peut pas vous le reprendre, donc ce qui va vous
donner une sorte de foulée massue qui peut être très intéressante, mais qui est difficile à faire. Car si une de vos unités scouts est engagée, vous ratez. Vous ne pouvez pas la scorer. On n'aura plus de tactique de bataille en V4. Et la dernière, la domination, qui peut rester accessible selon vos constructions de liste. On vous demande d'avoir une unité scout qui conteste un élément de décor qui est entièrement dans le territoire adverse et qui a plus de 6 pouces de votre territoire à vous, mais que vous n'avez pas fait de FEP. Donc ça peut être des unités qui ont fait des FEP le tour d'avant et qui peuvent s'en rapprocher. Dans l'idée, ça peut se faire au tour 4, au tour 5, voire au tour 3. Je ne pense pas que ça soit la plus difficile. Cependant, votre adversaire sait que vous jouez des scouts, sait que les scouts ne scorent pas quand elles sont engagées. Donc c'est aussi à votre adversaire de vous bloquer ce jeu. Toujours très intéressant dans la nouvelle construction des tactiques. Et du coup, la 6, le Afraid, donc la plus simple, vous réussissez cette tactique de bataille si vous avez au moins 2 unités qui sont à 3 pouces du centre et qui ne sont pas en combat. Donc celle-là, on la connaît, elle revient très bien. Donc la deuxième, la Strike, demande un setup assez compliqué et je ne sais pas si beaucoup d'armées vont pouvoir réaliser celle-ci. Parce qu'en fait, on vous demande d'avoir au minimum 2 unités qui font un Retreat Ability. Donc Retreat Ability, à part si vous avez Retreat and Charge, vous n'allez pas pouvoir combattre. D'accord? Donc c'est des unités qui vont perdre de la valeur. Et qui veut dire qu'elles devaient déjà être engagées. Ce qui est aussi quelque chose qui est compliqué, ça demande un setup. Ces unités vont avoir l'idée d'être le leur. D'accord? Et on vous demande d'avoir 2 autres unités, donc il faut avoir 4 unités minimum, qui ont chargé ce tour-ci, et donc au minimum une des unités qui est chargée, donc des deux, qui finissent engagées avec une des unités sur laquelle vous avez fait leur. Donc comprenez 2 unités qui retreat et 2 qui chargent, et au moins une des 2 qui est chargée, soit en contact avec une unité sur laquelle l'unité a fait un retreat. Donc assez compliqué parce qu'il faut quand même avoir assez d'unités pour pouvoir faire 2 retreats et assez d'unités pour pouvoir faire des charges sur ces unités-là. Donc si jamais vous jouez beaucoup de piétons, ça peut être compliqué, vous pouvez vous retrouver engagé. Vous savez que votre adversaire va pouvoir faire potentiellement un redéploiement, ainsi de suite, à moins que vous ayez 3 unités engagées avec cette unité-là et que vous en reculiez que 2, et ainsi de suite, mais bon, vous comprenez que ça commence déjà à être la soupe à la galère, cette tactique. Et la dernière domination vous dit que vous réussissez cette tactique de bataille si à la fin du tour, vous n'avez pas d'unité ennemie dans votre territoire et qu'il n'y a pas d'unité ennemie dans le territoire neutre. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous ayez tapé très fort sur votre adversaire ou alors qu'il n'y ait pas un enjeu majeur à aller chercher votre zone ou le territoire neutre parce que sinon elle est quasiment infaisable. Donc là, nous avons vu les 6 cartes de tactique. Je ne sais pas les armées que vous jouez et quels sont vos archétypes préférés. Cependant, vous comprenez qu'il y a des cartes plus pour la poutre, des cartes plus pour le mouvement, d'autres du contrôle. A priori, toutes les armées devraient pouvoir se retrouver. Cependant, il est assez difficile de réussir toutes les 6 tactiques de bataille, même si vous pouvez scorer 2 par 2. Il va falloir être vigilant. Surtout, votre adversaire sait lesquels vous avez à faire et donc va faire tout ce qu'il peut pour vous empêcher de les scorer. On ne rate plus de tactique de bataille en 4.2. Cependant, vous ne pouvez finir une partie sans en faire aucune. Je trouve le système très intéressant parce qu'il propose une complexité et une forme de maturité que le jeu pouvait manquer. Cependant, il est vrai que pour les joueurs débutants, et même nous pendant nos premières parties, devoir toujours faire des allers-retours sur ça pour vérifier qu'on est éligible à la faire et que votre adversaire ait aussi accès à ces cartes pour se dire ok, lesquelles je peux bloquer, comment je peux les bloquer, peut être un petit peu contraignant, mais en tout cas c'est très intéressant. Maintenant, nous allons regarder les scénarios. Alors, scénario numéro 1. Donc vous pouvez voir que maintenant il n'y a qu'un seul dessin. Ils ont mis les objectifs et les places of power, les ruines, tout ça sur le champ de bataille. Donc vous voyez que la table est quand même très chargée. Nous avons donc 2 zones de déploiement qui sont dans un quart de la table. 2 énormes places of pouvoir, donc vous allez pouvoir dès le début utiliser la capacité des places of pouvoir pour rendre obscurant des éléments, sachant que les places of pouvoir sont déjà obscurants, que les forêts dans les coins sont déjà obscurants, et il n'y a que les ruines qu'il faudra rendre obscurantes, ou les objectifs. Donc ce scénario est très intéressant parce que vous voyez, il y a 2 objectifs verts et 2 objectifs rouges. On vous dit que vous scorez des points au tour 1, 3, 5 que les objectifs verts que vous contrôlez, au tour 2, 4 que les objectifs rouges. Donc tout de suite, déjà, il y a une certaine forme de tactique qui se met en place parce qu'au tour 1, tour 3, tour 5, il faut que vous ayez des unités sur les verts
donc ça vous demande de sortir de chez vous, donc de casser votre château. Cependant, vous laissez la place à votre adversaire à venir vous chercher. Donc comment vous allez jouer votre mobilité, comment vous allez jouer l'attrition, sans oublier qu'il ne faut pas non plus quitter votre objectif chez vous, parce que sinon, votre adversaire va pouvoir le récupérer et scorer. Ensuite, quel est le twist de ce scénario? C'est très simple, on vous dit qu'au tour de bataille 2 et 4, si vous êtes underdog, vous allez pouvoir utiliser la capacité Bourgeon Revegeneration. Et au tour 3 et 5, si vous êtes underdog, The Powerful Resurrections. Donc vous voyez, ce sont les deux capacités qui apparaissent sur la fiche. Donc Bourgeoning, pour les tours 2 et tour 4, on vous dit de choisir en once par battle round, start of the round, un des effets suivants. Donc, vous pourrez soigner de D3 toutes les unités alliées qui contestent un objectif rouge, ou toutes vos unités qui contestent un objectif vert se verront gagner +1 sur ces jets de ward ou une ward à 6. Donc si vous n'avez pas de ward, une ward à 6, si vous avez une ward à 6 à 5 à 4, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un bonus qui est très fort, à appliquer bien sûr que au moment où les objectifs rouges rapportent des points. Donc on comprend l'intérêt des objectifs verts à ce moment-là est plutôt faible. C'est pour ça que vous avez un gros bonus. Et en plus de ça, il faut être underdog pour pouvoir l'avoir. Cependant, ward à 6 ou plus un ward sur certaines unités, c'est vraiment très fort. Sinon, soigner D3 toutes les unités sur les objectifs rouges est très intéressant. Et ensuite, au tour 3 ou au tour 5, donc au moment où les objectifs verts sont activés, vous allez pouvoir utiliser Powerful Resurrection, qui vous donne +1 bless pour les unités de combat effectuées pour les unités qui contestent ces objectifs-là. Donc, une fois de plus, un gros bonus, +1 bless. Bien sûr, ça n'affecte pas les armes compagnons, mais vous comprenez tout de suite l'intérêt que vous allez avoir à être underdog au bon moment sur ces trucs-là. On replanche un peu aux tactiques de bataille. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments de terrain. Donc, si jamais vous faites du scout, vous allez avoir la possibilité d'aller récupérer ces éléments-là, qu'il y a beaucoup de zones neutrales. On est quand même proche de votre adversaire, mais les objectifs sont quand même séparés. Et donc, vous allez rapidement vous retrouver à devoir faire des choix. Le mouvement va être très important, ainsi que la létalité. Donc là, ce scénario-là, vous allez voir beaucoup de scénarios sur le même fonctionnement. Donc vous scorez 5 points de victoire pour chaque objectif vert que vous contrôlez et l'autre rouge. Donc vous allez pouvoir faire comme ça au maximum 10, 15, 20. Donc vous avez 50 points de primaire si vous arrivez à les faire et vos 30 points de tactique. Donc vous voyez qu'il y a un delta entre 50 points de primaire et 30 points de tactique qui va forcer l'équilibre, on va dire, à ce niveau-là. Donc un scénario que je trouve très intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, ça casse les châteaux tout de suite et vous allez devoir faire des choix. Ça va être très difficile de mettre les 50 points parce que récupérer à chaque fois les 2 verts et les 2 rouges risque d'être compliqué. Ensuite, deuxième scénario, là on a aussi un déploiement qui est très intéressant, parce que vous voyez, vous avez cette grande colonne verticale au centre sur le déploiement, donc des zones de déploiement assez petites, avec des grosses zones de no man's land, et finalement vous partagez un seul objectif, le bleu, avec votre adversaire. Vous avez un rouge de chaque côté et un vert de chaque côté. Là aussi, des places of power de chaque côté, beaucoup de forêts, donc beaucoup d'obscurants, beaucoup d'anti-tirs et de petites ruines. Un déploiement qui est très intéressant, qui peut forcer des armées qui sont là pour combattre à agresser votre adversaire directement. Cependant, si vous avez fait ça, vous priverez des objectifs parce que vous voyez, ils sont quand même au nombre de 5. Donc vous avez 5 points de victoire si vous contrôlez moins un objectif, 3 points de victoire si vous contrôlez 2 objectifs ou plus, et 2 points de victoire si vous en contrôlez plus que votre adversaire, ce qui vous permet de faire vos 10 points par tour. Donc là, intéressant, en tout cas par rapport à l'usage du placement des éléments, comment vous allez faire en sorte de récupérer tous ces objectifs, dans le sens où si les points ne sont pas modifiés de manière drastique comme on a l'habitude, on sait qu'on n'a pas beaucoup d'unités sur le champ de bataille, donc est-ce qu'on va plutôt faire une constitution MSU, sans compter qu'il va quand même falloir penser à pouvoir faire des tactiques de bataille au milieu de tout ce bordel. Donc c'est très intéressant. Et le twist, on vous dit que si vous êtes le joueur underdog, vous devez utiliser la capacité The Spring Path Open Ability, alors que les deux joueurs peuvent utiliser le Stumbling Force Ability. Donc pourquoi est-ce que tout le monde peut utiliser le Stumbling Force Ability? Parce qu'en fait, pendant votre phase de mouvement, vous allez pouvoir choisir une unité qui est dite perdue, la placer sur le champ de bataille à plus de 9 des adversaires et entièrement à 7 d'un bord du terrain.
Donc finalement, vous allez pouvoir vous retrouver des unités perdues potentiellement à jouer des objectifs. Heureusement, pourquoi? Parce que vous me dites comment on fait pour perdre des unités? Eh bien, c'est le underdog qui va forcer des joueurs à perdre des unités. Donc en tant qu'underdog, vous allez pouvoir choisir 2 objectifs pour être la cible. Toutes les unités à 6 pouces de cet objectif vont être retirées du champ de bataille par leur propriétaire. Ces unités sont considérées comme vanish. D'accord? Les unités vanish vont être replacées, le joueur opérant en premier, à 3 pouces de l'objectif en question. Vous devez être setup, excusez-moi, entièrement assise de l'objectif qui a été choisi, où il y a eu le vanish, et à plus de 3 pouces de votre adversaire. Donc selon le nombre d'unités que vous allez pouvoir cercueil potentiellement l'objectif, et si votre adversaire ou vous ne pouvez pas mettre vos unités entièrement assises de cet objectif et il y a plus de 3 de vos adversaires, vous devenez du coup lost, donc perdu, et c'est comme ça que vous vous retrouverez à votre phase de mouvement à pouvoir vous positionner sur les bords du champ de bataille. Une capacité qui peut être un peu chaotique et bordélique au moment. Cependant, à la lecture de cette dernière, vu que vous utilisez 2 objectifs, si vous êtes assez populeux, vous allez pouvoir bloquer potentiellement l'accessibilité à certains éléments et donc forcer votre adversaire à être lost entre guillemets. Vous avez par exemple des unités avec des gros socles, être entièrement assise de l'objectif peut être très compliqué si votre adversaire entoure ce dernier, donc intéressant, et surtout vous allez peut-être pouvoir casser facilement certaines tactiques de bataille à votre adversaire. Donc un scénario où je pense qu'il va demander quand même une certaine prise en main et pourquoi pas ajuster le temps de jeu en tournoi pour pouvoir permettre de pouvoir jouer de manière agréable sur ces scénarios-là, parce que ça peut être vite chiant pour la cloque. Alors, le troisième scénario, vous voyez 2 grandes bandes de déploiement avec un énorme no man's land. Donc, selon les tactiques que vous choisissez, c'est plus ou moins facile à faire. Là, vous avez 6 objectifs, 2 énormes forêts, des places of power de chaque côté, des ruines. Donc, vous allez facilement vous retrouver une fois de plus avec de l'obscurante partout si vous le souhaitez. Vous scorez 5 points de victoire si vous contrôlez un objectif, 3 points si vous en contrôlez une paire d'objectifs, et 2 points de victoire si vous en contrôlez plus que votre adversaire. Qu'est-ce que c'est qu'une paire d'objectifs? Ce sont 2 objectifs verts ou 2 objectifs rouges. Vous avez 2 objectifs qui ne sont pas des paires, qui sont chez vous. Donc, dans l'idée, vous voyez le mouvement qu'il va vous falloir pour contrôler une paire. Donc, c'est assez difficile. Toutes les armées qui n'ont pas de téléportation ou qui n'ont pas de la cavalerie ou des unités rapides peuvent avoir du mal à scorer ne serait-ce que les 3 points d'une paire d'objectifs. En tout cas, un scénario qui offre là, une fois de plus, je trouve, un déploiement très intéressant parce que vous allez vouloir défendre votre objectif chez vous, entre guillemets, mais ce dernier finalement n'a pas tant de valeur que ça puisqu'il ne participe à aucune paire. Par contre, le fait d'avoir plus que votre adversaire, là, va devenir très intéressant. Donc, on va dire en tenir 3 au milieu, 4 chez vous, vous verrez. En tout cas, la mobilité trouve beaucoup d'intérêt là-dessus. Et donc, quand vous êtes underdog, vous allez gagner la capacité au début du round d'appliquer un malus. Donc attention, c'est pour tout le round de bataille. Donc ça peut être très long. Vous choisissez une paire, donc soit les bleus, soit les verts, soit les rouges, et du coup les unités qui contestent ces objectifs-là se voient un strike class. Donc si vous arrivez de manière intelligente à charger une unité sans contester l'objectif qui ce dernier conteste, sort un strike class, vous allez pouvoir combattre, et pourquoi pas lors de votre peeling, rentrer sur l'objectif, ou alors power through, vous voyez, vous mettre dans des conditions pour pouvoir passer outre cette règle qui va rendre le fait de défendre des objectifs très très difficile, à moins que vous bénéficiez déjà de bonus sur le strike class comme les City of Sigmar ou ce genre de choses-là, qui eux ne verront pas trop la différence. En tout cas, beaucoup de jeux à ce niveau-là, je le trouve aussi très très intéressant. Alors, le Battle Plan 4, bah, vous voyez, c'est la même zone de déploiement, 6 objectifs, toujours des objectifs chez vous, vous partagez presque avec votre adversaire, ils sont très longs, on a 4 énormes places de pouvoir, donc c'est-à-dire 4 lieux qui offrent de l'occultant avec 2 grosses forêts, donc on comprend que c'est vraiment la jungle, le tir va être très très compliqué à ce niveau-là, 5 points de victoire si vous contrôlez un objectif, 3 si vous en contrôlez 2 ou plus, et 2 si vous contrôlez plus que votre adversaire, le scoring 1 to 1. Et là, c'est très très intéressant. Je pense que les joueurs qui aiment, on va dire, la stratégie avancée risquent de s'amuser dessus. Vous allez, quand vous êtes underdog, vous avez la capacité de choisir en début de battle round 2 paires, comme le scénario d'avant, et ces objectifs ne sont plus contrôlables ni contrôlés par personne jusqu'à la fin du battle round. Donc potentiellement, vous voyez où sont les paires, elles sont au centre
ou à gauche et à droite. Donc, si vous neutralisez ces dernières, comment vous allez faire en tant qu'underdog pour aller chercher plus de points, pour pouvoir bloquer votre adversaire et récupérer ces objectifs-là, des choix stratégiques à faire, du positionnement à faire. Je le trouve aussi très très intéressant à ce niveau-là. Donc j'ai hâte de pouvoir le tester aussi. Le scénario 5, donc là vous voyez qu'il n'y a pas de no man's land, donc certaines tactiques de bataille à la lecture de ces dernières peut être plus compliquées. 5 objectifs en croix, et là encore vous avez des forêts, des places of power, des ruines. Vraiment, les tables vont être très très chargées. Toujours pareil, le one to more, 5, 3, 2 quand vous contrôlez plus que votre adversaire. Et donc là, vous allez choisir pareil, une paire d'objectifs et vos unités alliées auront plus un rend quand vous contestez cet objectif. Donc attention, c'est pendant votre tour, c'est vous qui avez le plus 1, mais pendant le tour adverse, c'est votre adversaire qui aura le plus 1 sur cette paire. Une fois de plus, vous voyez que vous avez du coup les 2 verts dans votre territoire à vous et les 2 rouges qui sont proches du territoire adverse. Donc intéressant pour aller chercher de la létalité, notamment si vous avez des tactiques de bataille liées à ça. Le fait de se mettre peut-être underdog peut être intéressant pour pouvoir scorer beaucoup. Par contre, vous voyez que vous avez quand même 2 grosses ruines au milieu qui vont couper avec cette espèce de S la carte en deux, et donc il peut être peut-être difficile de basculer d'un côté à l'autre. Sans compter que vous partagez quand même un objectif avec votre adversaire, donc le scoring one to more risque pour certaines armées de château en tout cas être décisif. Alors, le scénario 6, pareil, vous avez 2 bandes chez vous. Vous voyez 5 objectifs en croix, donc là, ça va être beaucoup de létalité, hein, parce qu'on est très proche de l'adversaire. Des contre-charges, des charges directement sont éligibles. Vous avez 2 grosses forêts, 2 place of power, ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'obscurants aussi, mais de toute façon, on va se battre au milieu, donc est-ce qu'on aura besoin de rendre obscurant ces zones? Je ne sais pas. En tout cas, 3 points de victoire si vous contrôlez un objectif, 3 points de victoire si vous en contrôlez 2 ou plus, 2 points de victoire si vous contrôlez n'importe quelle paire d'objectifs, donc les paires où vous avez 2 verts et les 2 rouges, et 2 points de victoire si vous contrôlez tous les objectifs d'une ligne. Donc vous voyez qu'il y a 2 lignes, vous avez la verticale et l'horizontale, donc là ça va être aussi très très intéressant. Certaines armées risquent d'avoir du mal à jouer ce scénario. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire les 10 points, et c'est ce qu'on veut, si vous avez du mal à faire la tactique de bataille, il va falloir contrôler beaucoup d'objectifs, du coup, c'est-à-dire mettre beaucoup de C sur table. Une armée comme Nurgle peut peut-être, avec 3 x 10 Black King, s'en sortir à la perfection, mais ce n'est pas le cas de toutes les armées, donc très très intéressant à ce niveau-là. Cependant, le petit twist de ce scénario est vraiment nul. Quand vous êtes underdog, vous allez pouvoir utiliser les 2 capacités suivantes. La première vous dit que vos manifestations, que vos unités vont gagner la règle anti-manifestation Reine plus 1 quand vous contestez un objectif qui sont sur une ligne que vous contrôlez, donc soit la verticale, soit l'horizontale, et que vos manifestations auront Strike First. Donc dans l'idée, les manifestations Strike First, pourquoi pas, cependant, tout le monde ne joue pas avec des manifestations, toutes les manifestations ne sont pas bonnes au corps à corps, donc je suis pas sûr que le bonus qui se coule soit plus intéressant. Après, à voir, nous savons que toutes les armées vont avoir des décors factions et des manifestations. Si certaines manifestations prennent le dessus sur d'autres, ça peut valoir le coup, mais en état, je pense pas que ça soit le plus joué. Juste le fait de jouer les objectifs et la poutre risque d'être très important à ce niveau-là. Maintenant, nous allons passer à la table numéro 2, Battle Plan 1. Donc là, vous voyez, c'est très intéressant et très marrant ce déploiement. Vous êtes sur 2 quarts de table, l'un face à l'autre. Donc là, un frontal, vous partagez 2 objectifs, 2 places of power et une forêt chacun. Et un énorme no man's land, donc pareil, de la mobilité. Est-ce que vous allez jouer la poutre? Est-ce que vous allez pouvoir faire des flancs refusés à votre adversaire? Comment vous allez jouer? C'est très très intéressant à ce niveau-là. Les points de victoire, c'est 5 points de victoire si vous contrôlez l'objectif rouge. Donc l'objectif rouge, c'est celui que vous partagez avec votre adversaire. 3 points de victoire si vous contrôlez le vert, c'est celui que vous partagez avec votre adversaire au centre de la carte. Et 2 points de victoire si vous contrôlez le bleu. Donc qui va vous faire, si vous arrivez au maximum, à vos 50 points. Cependant, il y a un petit bonus, ils vous disent qu'à la fin de la partie, si jamais vous contrôlez le bleu, vous gagnez 10 points de victoire supplémentaires. Donc vous allez pouvoir dépasser potentiellement les 50 points, ce qui va être chiant en tournoi bien sûr, mais dans l'idée c'est très très intéressant parce qu'en fait c'est un scénario qui va être difficile à faire les 50 points, et donc ce petit effet qui se coule est un petit bonus supplémentaire, donc très hâte de le tester aussi. Et donc quand vous êtes underdog, vous allez pouvoir en début de tour choisir un objectif, et toutes les unités qui contestent cet objectif, vous roulez un dé sur de plus des 3 blessures mortelles. Cependant, si c'est l'objectif bleu, c'est des 6 blessures mortelles.
Donc on va partir du principe que vous n'arrivez pas à récupérer les bleus parce que c'est votre adversaire qui le conteste, vous avez des unités un petit peu satellites. De plus, des cibles mortelles, ça fait très très mal. Vraiment, ce scénario, je le trouve très intéressant. J'ai vraiment hâte de le jouer. Alors, scénario numéro 3, là il n'y a pas No Man's Land, 5 objets, vous voyez beaucoup de décors, 4 énormes forêts, des places of power partout. Et là, pareil, hein, on est quand même sur des scénarios qui proposent beaucoup d'attrition, hein, on est très proche, vous allez pouvoir vous mettre dans les forêts, vous planquer, charger, ainsi de suite, ainsi de suite. 5 points de victoire si vous contrôlez moins un objectif, 3 points de victoire si vous en contrôlez 2 ou plus, et 2 points de victoire si vous contrôlez au minimum un rouge, un vert et un bleu. Quels sont les layering? Bah, vous voyez, vous avez un vert chez vous, un rouge chez vous, par contre le bleu il est partagé avec votre adversaire, ce qui fait que la capacité de jouer les 10 points va se baser sur le fait de reprendre cet objectif et de le conserver. Donc on commence à comprendre à la lecture de tous ces scénarios que conserver les objectifs va être très important. Alors bien sûr, le fait de détruire votre adversaire est un point positif, cependant, la forme, les tactiques, toutes ces choses-là vont rendre complexe le fait d'utiliser au maximum vos constructions de liste. Je suis très curieux de voir comment les joueurs vont jouer. Est-ce qu'on va plutôt être en MSU, en fer de lance? Est-ce qu'on va aller chercher plus de la cav, de l'infanterie? Vraiment, ça va être une saison très intéressante. Et quand vous êtes underdog, vous allez pouvoir choisir un objectif pour être la cible et vous soignez de 3 toutes les unités alliées ennemies qui contestent cet objectif. Donc très intéressant si vous avez du multi-PV pour vous soigner ou des monstres, des choses comme ça. Cependant, je ne sais pas si ça sera suffisant en tant qu'underdog pour revenir dans la partie, mais intéressant quand même comme petit bonus. Ensuite, le scénario suivant, vous voyez ce déploiement partagé avec 2 petites zones de Man's Land, seulement 2 objectifs, des forêts de partout, des places of power énormes. Et donc là, celui-là, ça va être pareil. Est-ce qu'on est capable de défendre tout en agressant? Pourquoi? 5 points de victoire si vous contrôlez un objectif. Donc ça va être relativement faisable si vous êtes chez vous. Et 3 points de victoire si vous contrôlez les deux. Donc 3 points de victoire si vous contrôlez les deux objectifs, ce qui va être quand même très très difficile. Donc vous comprenez que vous allez souvent avoir 5 points. Et on vous dit vous gagnez 2 points de victoire supplémentaires si vous avez plus de life root points que votre adversaire. Maintenant, vous me dites comment on obtient des life root points. Et bien en fait, chaque joueur va scorer un life root point à la fin de each of their turn, donc à la fin des tours de chaque joueur, pour chaque terrain feature que vous contrôlez. Donc là, vous allez jouer tous les terrains de feature, donc toutes les forêts qui sont là, les Place of Power. Cependant, les armées qui ont des décors de faction, notamment par exemple les Nightone, Soulblight, qui sont en 3 morceaux, Idonet en 2 morceaux, ce sont des décors qui vont vous rapporter des life points. Si vous n'avez pas de décor, vous avez déjà un handicap à ce moment-là. Donc très intéressant, une fois de plus, le MSU est mis en valeur, parce que si vous êtes le premier joueur, que vous positionnez, on va dire, une sorte de mur entre les deux forêts et que vous allez choisir les 4 éléments de décor, vous allez pouvoir vous retrouver avec 4, 5, 6 points de route, plus que votre adversaire. Du coup, vous allez faire 5 points pour l'objectif chez vous et 2,7, votre tactique de bataille si vous êtes arrivé. Et votre adversaire va devoir aller récupérer ces trucs-là. S'il n'est pas assez nombreux, ça peut être compliqué. Si vous avez des éléments de décor, ainsi de suite, ainsi de suite. La seule difficulté, ça va être de trouver un système pour compter les points et pas se perdre. On n'oublie pas que les éléments de décor, vous les contrôlez comme un objectif, c'est à 3 pouces. Cependant, ils ne sont pas marqués comme les objectifs. Si vous sortez, vous en perdez le contrôle. Et du coup, vous avez une capacité pour l'underdog qui est très intéressante. C'est once per battle round, start of battle round. Vous choisissez du coup une unité qui a tous ces modèles, qui est à 1 pouce d'un terrain de feature, et vous ramenez à la vie un modèle. Alors, c'est un modèle, donc si vous jouez des packs de Drake, un Stormbreak Guard à 9 PV, c'est cool. Si vous jouez des chars par pack de 2, pareil, ça peut être des chars. Si vous jouez des unités mono PV, c'est pas intéressant. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre underdog sur ce scénario pour faire ça? Je ne sais pas. En tout cas, le bonus peut être très très violent selon les armées que vous jouez. Alors, le suivant, Life Cycle. Donc, vous voyez un déploiement tout en périphérie. Très intéressant. 4 objectifs que vous partagez avec quoi? 2 objectifs partagés avec votre adversaire, mais rapidement, vous allez partager la carte complètement. Là aussi, vous avez des ruines, des forêts, des places of power, donc tout va être obscurant très rapidement. Et donc, comment vous scorez? 4 points de victoire si vous contrôlez moins un objectif. 2 points de victoire si vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire. 4 points de victoire si vous contrôlez les deux objectifs rouge et vert, donc le rouge et le vert, pour le premier round de bataille seulement. 2 points de victoire si vous contrôlez l'objectif primaire et vous scorez 1 point de victoire pour chaque secondaire que vous contrôlez.
Là, vous me dites, c'est quoi ces questions de primaire, secondaire? C'est très simple. En fait, quand vous faites le twist, on vous dit qu'à partir du second round de bataille, l'underdog va choisir la capacité cycle de la vie. S'il n'y a pas d'underdog, vous lancez un dé et le gagnant le gagne. Cycle de la vie, c'est quoi? Le underdog va choisir soit l'objectif vert, soit l'objectif rouge. Et cet objectif devient un objectif primaire, d'accord? Et ensuite, au début de chaque battle round, s'il n'y a pas eu d'underdog qui va choisir un nouveau primaire, vous allez suivre le schéma qui est en haut. En fait, ça fait une roue, quoi. L'objectif, si c'est lui qui est le primaire, le rouge, ça va passer le marron là, ensuite le vert et ensuite le bleu et ça tourne comme ça, ce qui fait que les objectifs vont tourner, donc les joueurs vont devoir courir après les objectifs, à moins que le joueur underdog à chaque fois remette euh, un objectif primaire en jeu. Alors en plus c'est fait que au début du second tour, donc vous allez avoir en fait les objectifs qui vont tourner en boucle comme ça. Donc être underdog ou gagner l'init, le priority roll s'il n'y en a pas à partir du tour 2 est très intéressant stratégiquement pour pouvoir commencer à mettre en place ce cercle de la vie. Et donc vous comprenez que ça va tourner, donc il faudra des tokens pour pouvoir bien suivre complètement la partie. Une partie qui va être là aussi stratégiquement dure à suivre. Il va falloir, je pense, pas mal la jouer pour pouvoir bénéficier et avoir une stratégie adaptée dessus. Pareil avec Volis Building, donc je le trouve très très intéressant. Ensuite, le Battle Plan 5, donc vous voyez 6 objectifs, des gros déploiements, des gros décors, des grosses forêts, vous scorez 5 pour un objectif, 3 si vous en avez plus que l'adversaire, 2 si vous contrôlez plus que votre opponent, quoi le one to more. Et donc en tant qu'underdog, vous allez avoir la capacité qui est très intéressante de choisir un objectif que vous contrôlez, un autre objectif que vous contrôlez ou pas, on s'en fout. Vous tirez une ligne droite entre ces deux objectifs et du coup, vous allez appliquer soit la propagation, soit la corruption. Donc la propagation, ça ajoutera 1 au jet de lancement, bannissement des sorts, des prières, tout ça, pour toutes les unités qui crossent, donc qui sont au travers de cette ligne pour le reste du tour. Et si jamais c'est une corruption, vous infligez des 3 unités et des 3 dégâts. Donc à voir comment on peut faire, mais en tout cas, vous allez pouvoir comme ça vous buffer à la magie ou à la prière, ou alors faire des blessures mortelles sur potentiellement beaucoup d'unités selon comment l'architecture du terrain prend forme. Très très intéressant là-dessus. Peut-être qu'il faudra se munir d'un petit laser pour pouvoir être efficace. En tout cas, un bonus qui est bon à prendre pour le fait d'être underdog. Et pour finir, le Battle Plan 6, donc vous voyez de grosses zones de déploiement, vous partagez des ruines, 4 objectifs, des places of power partout. Pareil, le one to more, 5-3-2. Et quand vous êtes underdog, vous avez la possibilité d'activer la capacité carnivore florale. Donc vous allez choisir un objectif pour être attaqué par cette plante carnivore, entre guillemets. Vous roulez un dé pour toutes les unités qui contestent cet objectif, donc c'est à 3 pouces du décor, de l'objectif, je veux dire. Et du coup, à chaque fois que vous y arrivez, vous êtes enraciné. Quand vous êtes enraciné, vous ne pouvez pas être setup ou bouger. Vous êtes sur place jusqu'à le reste du battle round. Donc, si vous commencez le tour 2, par exemple, avec ça, ça peut être très violent parce que les unités enracinées de votre adversaire ne peuvent plus bouger, ne peuvent plus être téléportées. Donc, finalement, c'est entre guillemets un gros outil à ce niveau-là. C'est sur du 3+, mais c'est un bonus très très important. Nous avons vu comme ça l'entièreté des 12 battle plans. Vous comprenez qu'il y a une certaine forme de maturité dans l'écriture de ces derniers, accompagné des tactiques de bataille. Donc finalement, nous allons jouer à Warhammer Age of Sigmar 4.2 de la même manière qu'on joue au 4.1, cependant dans une nouvelle mouture, un nouveau chausson au niveau des scénarios et des tactiques de bataille. Il n'y a pas de modification corps sur les rules, sur le rule corps, quoi, mais sur les scénarios et les tactiques de bataille, c'est très intéressant. Moi, je suis triste parce que dans un article, il était dit qu'on pourrait utiliser des points en trop pour acheter des trade codes, des artefacts, ils n'étaient pas très clairs là-dessus. Cependant, il n'y a strictement rien dedans, donc est-ce qu'une fac viendra custom ça? Je ne sais pas pour le moment. Si vous avez 50 points ou plus, vous avez toujours le droit à un PC, c'est ce qui est écrit dans le core rule, donc voilà. Nous allons maintenant passer un petit coup d'œil sur les Endless Spells. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de modifications, mais certains trucs sont quand même structurants. Alors, on va commencer, ça va être un peu le bordel, parce que c'est le bordel, mais c'est pas grave, avec les machineries. Donc, les 3 se lancent sur du 6, entièrement à 12 de votre adversaire, plus de 9 des unités ennemies. Et vous voyez, les War Scrolls sont simplifiés. Vous avez point de vie, save, bannissement, move, 6+, et en bas, vous avez lancement de 6, entièrement à 12 et à plus de 9, c'est beaucoup plus simple. Donc la faux, elle ne bouge pas. Vous pouvez avancer dans un sens ou dans l'autre, toujours dans le sens du pendule. Elle ne peut pas faire de charge ou de fight ability. Et quand vous utilisez
son corps move, donc vous ne pouvez pas la faire courir. Vous allez bouger à toutes les phases de mouvement, la vôtre et celle de votre adversaire, donc en ligne droite de 8 pouces. Toutes les unités, jusqu'à 3 unités que vous avez traversées ou que vous avez fini à un demi-pouce votre mouvement, vous allez rouler un dé sur 2 plus et la valeur blessure mortelle. Donc vous allez faire entre 2 et 6 blessures mortelles. Attention, cette manifestation a la possibilité, c'est écrit, d'engager les unités, donc potentiellement, si votre adversaire s'est mal positionné, vous pouvez rentrer dans ces 3 et l'empêcher de charger. Voilà. Donc celle-ci n'a pas changé, aussi intéressante qu'avant. Pour le moment, il n'y a pas de coup en point sur les manifestations. C'était noté dans l'article, à moins que la première fac vienne changer ça. En tout cas, en état, il n'y a rien. Primal Energy, vous voyez les valeurs, Burning Head 5, le Life Swarm 6 et 7 pour la Joe. Donc là, Joe, qu'est-ce qu'on a? Bouge de 3d6, 10 PV, save à 6, ward à 6, 10 attaques. Donc 4-2, moins 1-1, moins 1-2 en charge, vous roulez toujours 10 dés et vous faites vos blessures mortelles, pas de changement. La Burning Head, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, elle a toujours sa capacité, quand elle tire, elle prend un dégât. Par contre, sa capacité de tir a pas mal changé, c'est des 6 attaques, avant de toucher à 2, blesse à 3, maintenant touche à 4, reine moins 2, dégâts 1. Et au corps à corps, touche à 4, reine blesse à 3, moins de 1 avec toujours l'anti-machine, donc c'est tout de suite, ça fera beaucoup moins de dégâts, c'est beaucoup moins oppressant à ce niveau-là. Mais ça explique pourquoi elle se lance maintenant. Ah non, ça a toujours été sur les 5. Le Light Swarm, donc, qu'est-ce qu'on a de beau? 5 PV, 8, 6, 7, ça n'a pas bougé. Au corps à corps, 4, 4, sans un dégât, ça n'a pas bougé. Et du coup, vous soignez toujours de 3 en fin de phase et vous soignez de 3. Donc pas de modification sur l'action. On était sur la machinerie, on va peut-être la finir. Du coup, les cogs, pas de modification à ce niveau-là. Toujours relance des charges entièrement à 12 ou moins un touche sur les sorties entièrement à 12. Et il faut qu'il y ait un sorcier à 3 pouces pour pouvoir l'activer. Attention, vous l'activez à votre phase de héros. Du coup, vous ne pouvez pas l'invoquer au tour adverse et l'activer à ce moment-là. Et les épées, pareil, un petit nerf. Avant, ça touchait à 3, maintenant ça touche à 4. Et vous êtes toujours en crit mortel sur 12 attaques. Pas de jet de roll de ward sur les attaques de cette manifestation. Crown Spine, valeur de lancement de 8. Et son profil n'a pas changé. 12 PV, save à 6. 6 attaques 4, 2, moins 2, 3. Anti-manifestation. Toujours cette charge à 3d6 sur les manifestations. Ce soit une d6 quand c'est une manifestation. Et elle ne peut pas être bannie, elle prend 6 points de vie. Ensuite, on va regarder du coup Morbill, donc les Shackles. Lancement de 6, ça n'a pas changé. Toujours pas de capacité d'attaque et ça fait toujours 2 plus D3 et ça bloque le mouvement. Rien d'exceptionnel à ce niveau-là. La Grave Type, pareil, toujours le lancement de 8, toujours les mêmes profils. Et au corps à corps, par contre, ça prend le touche à 4 au lieu de touche à 2. Donc un gros nerf aussi à ce niveau-là. Vous avez toujours votre capacité de faire des blessures mortelles sur le mouvement, mais pareil, c'est toujours très très compliqué de pouvoir traverser sans rentrer en zone d'engagement. Donc, le Maelstrom donc, se lance toujours sur du 6, le même profil, rien de plus. Là, pareil, ça touche à 4 au lieu de toucher à 2 en crit to hit, donc c'est un nerf. Et vous avez toujours cette capacité d'exploser quand vous êtes chargé, ainsi de suite, blablabla. Rien d'exceptionnel. Le Purple Sun, lui, par contre, on a une modification importante, c'est son passif. Maintenant, vous mettez moins un save pour les unités et alliés et ennemis à 3 pouces. Donc tout le monde est affecté. Ça y est, c'est la fin du Purple Sun qui fait que des moins un safe aux adversaires. Et il a toujours sa capacité quand vous survolez. Vous pouvez pas t'engager quand vous êtes 8, c'est dur à faire. Donc c'est pas vraiment fait pour ça. Et son profil, les nerfs aussi, touche à 4 maintenant avec ses 2 des 6 attaques en crit mortel. Réel moins 1, les gars. Alors on va regarder le domaine des jumeaux. Donc les Jiminis. Lancement de 7, ça n'a pas changé. Le body n'a pas changé. Pareil, nerf à la touche, touche à 4 au lieu de touche à 3. Et vous avez toujours vos 8 attaques. Et quand vous êtes engagé, pas de command ability. Donc ça reste toujours très fort. Ensuite, le spell portal. J'ai pas vu de modification non plus. Non, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Ah si, la save. On passe en save à 6, le save à 5. Bon, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Et à chaque fois que vous allez... Vous pouvez utiliser une fois pour lancer un sort au travers des miroirs. Cependant, vous augmentez de 1 la valeur du lancement du sort. Donc c'est plus dur de lancer, mais vous pouvez le lancer plus loin. Donc intéressant, mais je ne l'ai pas vu beaucoup sur les tables. Donc je ne pense pas que ça change actuellement. Et la palissade, pareil, il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Seulement que sa save est passée en save à 6, donc elle est encore plus fragile. Vous la posez, si votre vecteur de tir passe au travers de la palissade,
vous n'êtes pas visible au tir et la palissade ne peut pas être ciblée au tir. Cependant, vous avez vu avec la quantité d'obscurants, je ne suis pas sûr qu'on la voie beaucoup, donc un domaine qui risque d'être pas joué alors qu'il n'était pas beaucoup non plus. Et on va finir par avec Forbidden. Donc l'Horror Gaze, c'est toujours la même lancement. Le body ne change pas. Les attaques, pareil, ça touche à 4, c'est beaucoup moins efficace. Et au corps à corps, ça n'a pas changé. Et toujours cette capacité de bloquer les points de commandement si vous faites des dégâts par rapport à votre jet. Le Lochon, donc toujours le lancement de 7, ça n'a pas changé. Le body bouge de 12, 10 PV, pareil, rien qui change, sauf sa save qui passe en save à 6. Les manifestations vont vraiment être fragiles maintenant. Et ça touchait déjà à 4, donc pas de changement à ce niveau-là. Mais vous pouvez toujours prendre une unité infanterie Wizard Hero à 3 pouces de cette manifestation et vous téléporter. Ensuite, les shards, bah là, pareil, ça passe d'une save à 4 à save à 6, c'est beaucoup plus fragile. Les règles repoussoir à FEP ne changent pas. Cependant, il y a un gros up quand même à ce niveau, je viens de vérifier. Donc si jamais une unité utilise une movability à 9 pouces et puis à 6 pouces des shards, vous perdez le vol et vous ne pouvez pas FEP à 9 au lieu de FEP à 6. Donc c'est un gros up pour cette manifestation qu'on risque de revoir un peu plus. Et le bridge, donc pareil, qui passe en save à 6, qui est beaucoup plus fragile, qui a toujours sa capacité de vous poser le pont, vous rentrez d'un côté, vous sortez de l'autre. Là, pas de modification à ce niveau-là. Voilà, nous avons vu ensemble l'entièreté du manuel du général. Est-ce que les points vont changer de manière drastique? Je ne pense pas, mais on va quand même attendre la modification en points. On ne sait jamais, certaines armées peuvent en avoir besoin. Est-ce que nous allons avoir une petite fac qui va venir corriger des bugs? Parce que là, c'est le livre brut qui a été imprimé il y a longtemps. Et on sait que Games apporte souvent des facs le premier jour en Day One. Les précos se font le samedi, livraison autour du 14. J'espère que nous aurons rapidement, en tout cas, les points et la mise à jour de l'application pour pouvoir utiliser les unités Scourge de The Giran et commencer à jouer tous ensemble. En état, vous pouvez déjà faire vos parties, faire vos listes, commencer à réfléchir à comment gagner, comment perdre. Et puis, bah, moi, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos un petit peu plus structurantes sur l'usage de certaines tactiques, de comment construire peut-être des listes, vous faire un retour d'expérience sur les premières parties que je vais essayer de faire rapidement pour pouvoir vous transférer tout ça. Et puis, bah, moi, je vais vous dire à une prochaine sur une vidéo. Ciao tout le monde!